Bonsoir à tous. Pour le Zoom de ce soir, nous allons nous intéresser à un roman, le vol MH370 de la Malaysia Airways, on verra pourquoi, ne répond plus et son auteur, on ne dévoilera que le pseudonyme, c'est Morbraz. Bonsoir Morbraz, merci d'être avec nous. Bonsoir Alice. Alors première question, voilà 4 ans que le vol de la Malaysia Airlines, cette fois, n'est pas arrivé à l'heure prévue, c'est le début d'une longue affaire énigmatique. Pourquoi avoir voulu écrire sur ce thème en employant, on reviendra sur le titre un peu plus tard si vous êtes d'accord, pourquoi avoir voulu écrire sur cette affaire? Alors cette affaire, c'est une affaire qui intrigue dès le départ. Moi je l'ai écrite en août 2014, donc quelques mois après les faits. Et en rassemblant les quelques faits qui étaient disponibles sur Internet, j'en avais conclu qu'on ne trouverait jamais rien. Bon, effectivement, c'est ce qui s'est passé, on n'a jamais rien trouvé. Or, un avion ne peut pas disparaître comme ça. Donc, il y avait quelque chose d'impossible, puisque faire un avion furtif, comme vous l'avez vu, ça coûte plusieurs milliards de dollars. Il suffit de regarder les budgets du Pentagone pour faire ces avions furtifs, qui ne le sont pas tout à fait. Il faut savoir que les radars militaires captent absolument tout sur la planète, y compris des missiles qui volent à 1 ou 2 mètres au-dessus de l'eau. Donc, un Boeing comme ça ne peut pas disparaître. Donc ma première conclusion, c'est quand on a dit que personne ne savait où il était, il y a forcément les militaires, que ce soit les Américains ou les Russes, qui savent où il est et que personne ne veut le dire. À partir de là, je me suis dit, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et de là, ce livre que j'ai construit au départ comme un dossier, et puis ensuite, que j'ai transformé en roman pour la raison suivante, c'est qu'à partir du moment où personne ne veut rien dire, on ne peut pas avoir de preuves. Et donc, les hypothèses que l'on formule ne peuvent être que sous forme de roman, tout simplement. Alors justement, c'est pour cette raison que le titre fait apparaître non pas la Malaysia Airlines, mais la Malaysia Airways. Alors, est-ce que c'est pour des raisons juridiques, tout simplement? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Vous n'avez pas voulu supputer de telle ou telle hypothèse, justement, pour pouvoir être tranquille? Voilà, enfin, j'avance bien une hypothèse, dans ce livre. C'est vrai qu'énormément de détails sont exacts. Par exemple, la liste des passagers. Voilà, c'était principalement des Chinois, c'était des gens qui appartenaient à une société américaine qui s'appelle Freescale, qui est spécialisée dans tout ce qui est électronique embarquée sur les avions, notamment les avions militaires, reconnaissance notamment des amis et des ennemis, donc c'est quand même un peu surprenant. Il y avait 2 Iraniens qui étaient sous leur fausse identité, tout ça, donc je l'ai noté. La compagnie, c'est vrai que c'est une compagnie qui appartient en partie à un fonds d'État malaisien, donc je l'ai noté, c'est dirigé par un général. Tout ça, donc il y a énormément de détails qui sont exacts. Peut-être le plus surprenant dans ce que j'ai raconté, c'est que, une des choses surprenantes, c'est qu'à l'époque, en 2014, l'Union européenne avait envoyé un robot de recherche sous-marine. Et comme il n'y avait pas de zone délimitée de recherche, il ne pouvait servir à rien. Et donc dans mon roman, je dis que ce robot est détourné par des pilleurs d'épaves de bateaux. Et là, il y a un mois, les Américains envoyaient un navire de recherche. Je savais pertinemment qu'il n'avait aucune chance d'aller sur la zone, puisqu'a priori, aucun État n'a envie que ce soit découvert. Et donc, ce bateau qui était prévu pour rechercher l'épave de l'avion, très vite, on s'est aperçu qu'en fait, il était pillé une épave de bateau. Bon, voilà, donc je dirais que la fiction a précédé la réalité. Donc, il y avait des articles dans différents journaux, il y a 15 jours, 3 semaines, en disant, tiens, ce bateau, curieusement, il s'est arrêté au-dessus d'une épave dans laquelle on pense qu'il y a un coffre. Une épave de bateau, voilà. Donc, il n'est pas possible de faire un documentaire. Donc, si on veut formuler des hypothèses, je crois que tout le dossier, c'était d'essayer de comprendre pourquoi personne ne voulait rien dire. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se demander qui est visé. Alors, qui est visé, quand on reprend la liste des passagers, on voit que c'est une majorité de Chinois, donc je pensais que c'était les Chinois. Et deuxièmement, à partir du moment où on ne retrouve pas de débris, c'est qu'a priori, il n'y a pas d'explosion en vol. On sait que tous les appareils à l'intérieur de l'avion ont été débranchés, tout ce qui relie l'appareil au sol, c'est-à-dire les transpondeurs. Y compris ce qui était d'ailleurs débranchable que depuis la soute. Que depuis la soute, oui, depuis l'avion. Donc il y a des gens qui ont des fortes connaissances, qui ont débranché absolument tout. Notamment, y compris ce qu'il y avait sur tout ce qui relie les réacteurs aux constructeurs. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces appareils dans l'avion? C'est forcément pour 2 raisons, pour le retrouver en cas d'accident et aussi pour déterminer les responsabilités en cas d'accident. Voilà, puisqu'il y a notamment à savoir si par exemple c'est selon les réacteurs qui se sont arrêtés ou s'il y a eu une bombe ou s'il y a eu quelque chose. Tout ça, ça a été débranché, donc il me fait dire qu'a priori il y a une action volontaire
Et à partir de là, on se dit c'est pour un détournement. Alors après, un détournement, c'est très difficile aujourd'hui parce que de faire ça par quelqu'un qui n'est pas le pilote, parce que la cabine aujourd'hui, il y a une porte blindée, enfin il y a des mesures de sécurité, et en plus le pilote, si à un moment on lui met un pistolet sur la tempe, il y a un bouton sur lequel il appuie qui permet de signaler tout de suite le détournement. Là, ce n'a pas été le cas. Donc, a priori, ce serait plutôt les pilotes. Et alors justement, on s'est intéressé aux personnalités du pilote et du copilote, et ça a plutôt soulevé des questions. Voilà, tout à fait, notamment parce qu'il a été dit qu'ils se seraient entraînés sur un simulateur de vol, à poser leur avion sur une piste très courte. Alors c'est ça qui m'a peut-être le plus orienté vers l'hypothèse du détournement, et notamment vers l'hypothèse où il n'y a pas d'explosion ni d'accident, parce qu'on aurait retrouvé des débris, ça immanquablement, mais plutôt un atterrissage. Et à partir du moment où il atterrit quelque part et que personne ne dit rien, c'est qu'il atterrit dans une zone qui est hors contrôle d'un gouvernement officiel. La zone la plus près, ce sont les Philippines Sud, où il y a une rébellion musulmane ouverte, où le gouvernement philippin ne veut pas envenimer les choses, donc il n'envoie pas l'armée. Personne ne peut aller faire des recherches, donc c'était la zone la plus proche qui était plausible. Voilà. Alors évidemment, je n'ai aucune preuve, mais c'est ce qui est plausible. S'il y a eu un atterrissage d'urgence, ça pouvait être que là. Alors là aussi, qu'est-ce qui peut faire dire ça? C'est que des atterrissages ou des atterrissages sur des endroits un peu difficiles, on a vu que c'est faisable avec l'Airbus qui avait atterri dans l'Hudson, enfin à Méride dans l'Hudson. Là, je pense qu'il y avait une piste. Il faut savoir que les Japonais, pendant la guerre, avaient mis des pistes d'aviation absolument partout. Alors bien sûr, c'était des pistes très courtes, parce que c'était des avions à hélice. Donc je fais l'hypothèse qu'il y avait une piste plus longue que les autres. Et notamment à la fin de la guerre, les Japonais ont construit des pistes un peu plus longues parce qu'ils portaient, leurs bombardiers mettaient plus de distance pour décoller parce qu'ils portaient des kamikazes, c'est-à-dire des avions suicides. Donc certains avions suicides, qui étaient des avions fusées, étaient portés par des bombardiers. Et donc pour décoller, évidemment, quand il y a une grosse charge... C'était plus lourd, donc il fallait plus d'élan, bien sûr. Donc mon idée, c'est que peut-être qu'une piste plus longue, mais encore une fois, c'est une hypothèse, mais en tous les cas, ça mérite d'être plausible. Voilà. Alors ce qui est certain quand même dans cet ouvrage, Morbrass, c'est que on comprend que, selon vous, les autorités de tous les pays concernés n'ont pas voulu dévoiler la vérité. Alors évidemment, à l'heure où Emmanuel Macron parle de fake news dès qu'il en a l'occasion, forcément, on ne peut pas faire cet entretien sans vous accuser quelque part de faire un peu de conspirationnisme. Alors, moi, les conclusions auxquelles je suis abouti, c'est tous les gens qui ont essayé d'enquêter, tous les enquêteurs privés qui ont essayé. Notamment, il y a un Français qui a perdu sa femme et ses 2 filles dans cette affaire. Donc, il y a 4 Français en tout qui sont décédés dans qui ont disparu en tous les cas. Voilà, et donc il y a un Français qui a fait particulièrement de recherche. Et donc à l'aide d'un avocat, d'un expert en aviation, et il s'est très vite aperçu qu'il se heurtait contre un mur. Il a fait le même constat que moi, c'est qu'on ne pouvait pas creuser la question. Et donc, lui, il dit, l'État français le sait, les Américains savent, les Chinois savent, et personne ne veut rien dire. Voilà, il en arrive exactement à la même conclusion que moi. Évidemment, vu sa situation, il ne va pas en faire un roman, il ne peut pas non plus accuser ouvertement. C'est pour ça que la seule forme qui permet d'émettre une hypothèse crédible, c'est la forme de roman, puisqu'on a le droit de rien dire. Et encore une fois, tout récemment encore, il y a un Australien, la nouvelle n'est pas la vieille, puisque c'était un journal hier en Australie, un Australien qui prétend avoir vu, à travers Google Maps, l'épave de l'avion criblée de balles, enfin au moins juste le cockpit. Alors pas l'endroit où j'avais prévu, lui il prétend l'avoir vu sur une petite île au sud de l'île Maurice, mais là aussi, dès qu'il a voulu enquêter, immédiatement, il s'est heurté à un mur. Voilà. Donc ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un mur du silence. En défaut de franchir le mur du son, cet avion a rencontré le mur du silence. Et celui-là, visiblement, il n'est pas prêt d'être brisé. Alors, il y a une critique qu'on pourrait vous faire, par contre, dans cet ouvrage, c'est que du fait du manque d'informations avérées, on va dire, dont on peut disposer sur ce sujet, vous avez mêlé volontairement la fiction et la réalité. Et il est parfois difficile de faire la différence entre les éléments qui sont avérés, qui sont du domaine de la certitude, et ceux que vous avancez comme étant des hypothèses romancées, dirons-nous. C'est l'art du roman, justement, c'est que on puisse plus distinguer la réalité de la fiction.
Et encore une fois, c'est pour ça que il y a marqué roman. C'est vrai que si vous comparez certains ouvrages qui ont déjà été écrits, qui ont été écrits par des journalistes par exemple, ou par voilà, la personne qui a perdu sa femme, c'est qu'ils en sont réduits à faire des hypothèses, mais par le biais que ce n'est pas un roman, ils ne peuvent en aucun cas avancer une hypothèse. Or là, c'est vrai que le challenge en fait, de cet ouvrage, c'était de rendre plausible quelque chose qui est invraisemblable. On a un avion qui disparaît comme ça s'est encore jamais fait. Enfin, en tous les cas aujourd'hui, et notamment du fait des moyens qu'on a pour suivre les avions. Soit les moyens qui sont à l'intérieur de l'avion, soit à l'extérieur, c'est-à-dire tous les radars, plus les satellites. Voilà, donc après ça, l'explication n'était plus d'ordre aéronautique, elle est d'ordre politique. Pourquoi? Personne ne veut rien dire. Et c'est là-dessus que je me suis penché. Et donc ça, je suis parti de la liste des passagers, majorité des Chinois, pour dire, si c'est un détournement, puisqu'on a débranché tous les appareils électroniques, c'est un détournement. Si c'est un détournement, ça peut être que les pilotes, puisque s'il y a dit non, il y a tellement de mesures de sécurité que c'est pas possible de le faire de l'extérieur, ou très très difficile. Alors déjà, et à partir de là, on se dit, voilà, c'est plutôt l'hypothèse que je fais, c'est que ce sont les Chinois qui sont visés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Al-Qaïda essaie de déstabiliser les communautés musulmanes en Asie, qui sont encore beaucoup plus nombreuses qu'au Moyen-Orient. L'Indonésie, c'est le premier pays musulman au monde. La Malaisie, c'est aussi un pays musulman. Alors qu'il y a une particularité, c'est que c'est un pays qui est développé, qui a une industrie automobile, qui a une industrie, qui a une industrie électronique, qui est très dynamique. Alors c'est vrai qu'il y a une minorité de Chinois, mais c'est un pays qui est musulman, qui est très développé. Si vous allez à Kuala Lumpur, c'est tout moderne. Il y a 2 tours très connues qui ont joué leur rôle dans un tas de films connus, notamment avec Sean Connery. Haute voltige, oui. Voilà. Et si vous allez à Kuala Lumpur, je vais tenter de dire, c'est plus propre et plus en ordre qu'à Paris. Hein. Donc voilà. C'est de moins en moins difficile, cela dit. C'est de moins en moins difficile. Mais pour dire que c'est un pays, et effectivement, par rapport à des gens comme Al-Qaïda, ça fait tâche de voir qu'il y a un pays musulman qui peut être totalement développé, et toujours en plein développement, et qui n'a pas l'air plus malheureux que les autres. Voilà. Et donc, ce pays, du coup, c'est vrai que je pense que ça leur a fait très mal de voir que leur système était vulnérable. Et puis à côté de ça, les Chinois, vous savez qu'il y a une minorité de musulmans chez eux très importante, à peu près 80 millions de personnes. Alors pour les Chinois, c'est rien, hein, c'est comme nous si on parlait de la Corrèze, mais c'est quand même beaucoup. Et c'est clair que Al-Qaïda essaie de déstabiliser cette minorité, et il y a eu effectivement un certain nombre de problèmes. Ça ne veut pas dire que cette minorité est forcément très bien traitée par le pouvoir central à Pékin. Alors si on vient justement sur cet aspect d'hypothèse de terrorisme islamiste, comment expliquez-vous cette omerta totale sur les faits, alors qu'on voit bien qu'en Europe, en Occident, quand l'islam radical politique frappe, on le sait et on le dit. C'est vrai, on le sait et on le dit, mais si particulièrement c'est les Chinois qui sont, c'est comme je le pense, si c'est les Chinois qui sont visés, c'est vrai que la réaction est totalement différente. D'abord en Asie, on n'aime pas perdre la face, donc on ne va pas étaler ces problèmes sur la place publique. Ensuite, ils ont une capacité de représailles que nous n'avons pas. C'est-à-dire que, c'est ce que je mets, on voit bien par exemple avec l'exemple de la Russie. Aujourd'hui, il y a des opposants qui ont été éliminés, c'est sans état d'âme. Alors on peut toujours faire la danse du ventre, mais là on voit qu'il y a un ancien espion qui a été empoisonné, son collègue aussi, tout récemment. C'est pas nouveau, c'est une technique qu'ils ont déjà employée. Pour le moment, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Ça a déjà été écrit 10 fois par Gérard de Villiers sur cette technique. Alors, on n'a pas de preuves, mais on subodore. Et on sait que les pays un pays comme la Chine, sont des pays qui sont aujourd'hui extrêmement puissants, qui n'admettent pas que cette puissance ne soit pas respectée. Et on peut imaginer des représailles massives qui dissuadent tout le monde. Mais alors, dans ce cas-là, si on n'avait pas eu la vérité, pour autant, on aurait vu des traces de ces représailles. Là, ce n'est pas le cas. Vous savez, je pense qu'ils ont une capacité à faire les choses sans aucune publicité. Eux, ils n'ont pas une presse... nous, notre presse, c'est pas forcément très libre. C'est pour ça que TV Liberté existe. Mais elle a quand même plus de capacité d'investigation que la presse chinoise. Donc, eux, ils peuvent tenir totalement les médias. Et après, c'est vrai que je pense qu'ils ont, les services chinois, une très forte capacité pour dissuader tout le monde d'étaler ça sur la place publique. Je pense que ça a été le premier deal. Après, ce qui s'est passé dans l'arrêté, moi, j'ai mis une hypothèse, mais... ce qui est sûr, c'est cette capacité, je pense, de l'État chinois et de ses services secrets à étouffer une affaire. Ça, c'est certain.
Voilà. C'est-à-dire les Chinois lavent leurs affaires de famille, leur linge sale en famille. Voilà, et en vase clos. En vase clos, ça ne déborde pas et ils n'ont aucun frein quand il s'agit de représailles. Voilà. Voilà, je ne critique pas pour ça, mais ça peut expliquer, je pense que ça explique le secret qui entoure cette affaire. Alors justement, dans cet ouvrage, on voit qu'il y a plein de conflits que l'on connaît sur la planète entière qui sont regroupés, ou du moins suggérés. Donc le conflit des Ouïghours, le Mossad, les terroristes islamistes, les services secrets iraniens, il y a un peu de tout. On se dit, dans cet avion, finalement, c'est une petite planète, un microcosme réuni de tous les conflits internationaux. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que c'est la réalité. Et j'aurais tenté de dire, c'est ce qui est surprenant, c'est que dans cet avion, effectivement, il y a des Chinois, il y a des Malais. Donc il y en a toute une partie, une vingtaine de passagers qui font partie de cette société qui s'appelle Freescale, qui est une société américaine. Mais ce sont des employés donc, chinois et malais d'une société américaine spécialisée dans la guerre électronique. Donc on se dit, ça c'est curieux. Il y a effectivement 2 Iraniens qui voyagent avec des faux passeports. Oui, alors ça qu'on comprenne bien, c'est 2 personnes qui avaient réservé leur billet en amont, un Autrichien et un je ne sais plus quelle nationalité, qui finalement n'ont pas embarqué, alors qu'ils avaient pris leur billet successivement, et ce sont 2 Iraniens qui ont pris leur place tout à fait. À bord. Tout à fait. Après, voilà, donc c'est déjà un amalgame assez curieux. Les Iraniens, en principe, sont plutôt chiites. Il y a rarement... Voilà. Donc, c'est pour ça que... Est-ce qu'ils ont joué un rôle? Je n'en sais rien. Alors, honnêtement, d'ailleurs, dans le scénario que je déroule, ils ne jouent aucun rôle. Alors, le Mossad ne joue pas de rôle précis là-dedans, si ce n'est que c'est vrai qu'ils sont connus pour des mesures de sécurité particulièrement draconiennes sur leur compagnie aérienne, El Al, et que c'est vrai qu'ils ont formé un certain nombre de compagnies à ces mesures de sécurité. Donc là, je mets l'hypothèse que voilà, ils ont formé la compagnie Malaysia Airlines, puisque c'est vrai qu'à la tête de cette compagnie, c'est exact, comme je l'écris dans le livre, c'est un général, et que ce général était particulièrement attentif aux questions de sécurité. Pour autant, on voit que ces 2 Iraniens ont pu embarquer oui, tout à fait. sans papier officiel. Ça, donc voilà, ce qui me fait dire que effectivement, à un moment ou à un autre, eh bien, c'est vrai que certains employés de l'aéroport et de la compagnie se sont fait soudoyer par des terroristes. Voilà, c'est ce que j'explique dans ce livre. Voilà. Alors, une dernière question. Est-ce que, selon vous, un jour, la vérité pourra sortir? Ça me paraît peu probable. Voilà. Alors, un jour... Parce que c'est vrai que si c'était que les Américains, il y a un moment, il y a un Julian Assange qui arrive dans les mails de Pierre-Paul ou Jacques. D'ailleurs, il y a un nom dans votre ouvrage, c'est pas loin d'être Edward Snowden. Oui, voilà. Donc, voilà, vous pouvez avoir des... Mais à partir du moment où la Chine est impliquée, s'ils ne veulent pas dire... vous savez, pour les Chinois, le temps, c'est pas le même que nous. Hein, voilà. Par exemple, les Vietnamiens disaient, si les Américains arrivent, c'est maximum 100 ans, si c'est les Chinois, c'est 1000 ans. Voilà, donc pour eux, le temps, ils ne le comptent pas de la même façon que nous, donc non, je ne pense pas qu'en tous les cas, on le sache un jour, on serait surpris. Ou il faudrait vraiment qu'il y ait un accident qui fasse que... voilà, mais pour moi, toute trace de cet détournement a été effacée. Bon, c'est pas... Les États qui sont impliqués dedans se sont donné trop de mal pour occulter la vérité et pour qu'ils aient laissé la moindre trace. Voilà. Pour moi, c'est fini. Eh bien, en tout cas, on aura un avant-goût avec votre ouvrage. Le vol MH370 de la Malaysia Airways ne répond plus. On le rappelle, donc c'est sur le crash ou la disparition, tout du moins, du vol de la Malaysia Airlines. Et c'est aux éditions Jean Picolec. Merci beaucoup, Morbraz. C'est moi qui vous remercie.